Alors d'abord, l'UNAPL, évidemment, n'entend pas influer sur la campagne elle-même, la campagne présidentielle, mais simplement de proposer aux différents candidats un certain nombre de pistes pour améliorer le sort des entreprises libérales. Ça tourne autour de 5 priorités. La première des priorités, c'est les jeunes. C'est donner envie aux jeunes d'exercer une profession libérale. Deuxièmement, c'est de développer nos entreprises libérales, qui sont des entreprises de proximité. Troisièmement, c'est garantir une fiscalité équitable avec les autres entreprises. Quatrièmement, c'est garder, conserver nos qualifications. C'est le cœur de nos métiers. Et enfin, cinquièmement, c'est d'assurer une protection sociale de qualité pour nous, professionnels libéraux. Voilà, ce sont 5 priorités. Autour de ces 5 priorités, on a dégagé 20 propositions très concrètes que nous formulons aux 11 candidats. On oublie très souvent que derrière un professionnel libéral, eh bien, il y a une véritable entreprise. C'est-à-dire que non seulement le professionnel doit exercer son métier du mieux possible pour apporter des soins, des conseils, la technique à ses clients, à ses patients, mais en plus, il doit gérer une entreprise. Et une entreprise libérale, c'est une entreprise comme les autres. Et nous demandons ni plus ni moins qu'une équité à tous les niveaux avec les autres entreprises. Et un exemple concret, c'est celui de la fiscalité. Et la fiscalité, donc il est question pour la plupart des candidats d'abaisser l'impôt sur les sociétés de 33% à 28%. D'accord ? Nous approuvons cette mesure parce que c'est une bonne mesure, mais que faire des entreprises qui ne sont pas soumises à l'IS ? La moitié des entreprises libérales sont des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Donc nous demandons qu'il y ait un avantage identique aux entreprises qui ne sont pas soumises à l'IS, qui sont soumises à l'impôt sur les revenus. Voilà un exemple très concret. D'abord, en matière de RSI, il faut se garder de propos excessifs, voire populistes. Certains constatent, comme nous, des dysfonctionnements majeurs dans le fonctionnement quotidien du RSI. Il faut les corriger. Il faut les corriger. C'est pas parce que, pour prendre une métaphore médicale, c'est pas parce que vous avez un malade en face de vous que pour soigner sa maladie, vous allez tuer le malade. Donc il faut évidemment corriger tous les dysfonctionnements et faire en sorte que le RSI fonctionne mieux, mais il ne faut pas le supprimer. Pourquoi il ne faut pas le supprimer ? Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les professions indépendantes ont besoin d'un régime spécifique parce qu'ils ont des spécificités et des caractéristiques qui ne sont pas celles des salariés. Et la deuxième des raisons, elle est très simple. C'est que passer au régime général, eh bien, ça supposerait d'augmenter nos cotisations d'au moins 50%. Or, ça, personne ne le dit. Et tous les candidats qui prônent la disparition pure et simple d'un trait de plume du RSI se gardent bien de le dire. D'abord, la charge qui pèse sur les entreprises, c'est avant tout la complexification. Notre gestion est devenue de plus en plus compliquée. Donc ce que nous demandons, c'est de la simplification et encore de la simplification. Et Dieu sait qu'il y a du boulot là, en matière. Or, on fait strictement l'inverse. Chaque fois qu'un gouvernement nous parle de simplification, il fait l'inverse et il en rajoute des louches et des couches complémentaires. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est le compte personnel pénibilité, qui est une véritable usine à gaz qui va être imposée aux chefs d'entreprise. Le deuxième exemple, c'est par exemple le prélèvement à la source. Ce prélèvement à la source, de rendre contemporain le paiement de l'impôt avec les revenus est une bonne idée en soi. Mais pourquoi, diable, impliquer les entreprises et pourquoi obliger les entreprises à gérer le dispositif ? Est-ce que l'État ne pouvait-il pas tout simplement généraliser le prélèvement mensuel et réaliser ce prélèvement mensuel par le fisc, tout simplement, sans passer par les entreprises. Voilà une complexité à laquelle on aurait pu évidemment éviter. Alors, quand on nous parle également de simplification de la fiche de paye, vous nous permettrez d'être extrêmement sceptiques dans la mesure où la simplification se traduit, en fait, par des lignes supplémentaires, témoin celui du prélèvement à la source, et il y en a bien d'autres. Le compte pénibilité est une bonne idée, c'est-à-dire que considérer qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont plus pénibles que d'autres est une bonne idée. Et donc permettre à ceux qui ont exercé des métiers plus difficiles de partir à la retraite avant est en soi une bonne idée. Et nous l'approuvons. Le problème, c'est qu'il faut que ça se fasse à 2 conditions. La première des conditions, il faut que le dispositif soit simple. Or, c'est une véritable usine à gaz qui a été construite. Il faut donc complètement la revoir. La deuxième des conditions, c'est qu'il faut que ce soit équitable. Équitable entre les salariés et les indépendants. Il serait tout à fait anormal de considérer qu'à une même exposition
un salarié et un indépendant puissent être traités différemment, d'autant que les carrières linéaires ne sont plus d'actualité, que très souvent les professionnels engendrent des périodes tantôt de salariat, tantôt d'indépendant, et donc il est parfaitement logique qu'ils puissent bénéficier d'un côté comme de l'autre des avantages liés au compte personnel pénibilité. Le CICE, tel qu'il a été mis en place, est une très bonne initiative. Ça a permis de baisser de façon très substantielle les charges salariales pour les entreprises. Et donc, ça leur a permis d'investir et ça leur a permis de développer les emplois. C'est donc une bonne mesure. La difficulté, c'est que c'est incompréhensible. La manière avec laquelle est mis en place ce dispositif, eh bien, franchement, la compréhension est réservée aux comptables. Les chefs d'entreprise normaux, entre guillemets, sont incapables de comprendre ce mécanisme, en tout cas ont des grandes difficultés. Donc ce que nous proposons, c'est simple, c'est de pérenniser le CICE, mais de le transformer en une baisse pérenne des charges salariales, tout simplement. On aurait le même résultat avec un dispositif beaucoup plus simple et qui, plus est, serait pérenne, ce qui n'est pas le cas du CICE. S'agissant de Bruxelles, s'agissant de la directive qualification, nous sommes d'accord pour favoriser la libre circulation des professionnels en Europe. Là-dessus, nous n'avons pas d'état d'âme et nous sommes parfaitement d'accord. Pour autant, nous nous sommes complètement opposés à un nivellement des qualifications par le bas. Autrement dit, on a eu toutes les peines du monde à construire dans ce pays des réglementations qui, avant tout, d'ailleurs, on ne le répétera jamais assez, sont faits non pas pour protéger le professionnel, mais pour assurer aux clients, aux patients, des prestations de qualité. C'est donc pour protéger le consommateur et pas l'inverse. On oublie un petit peu vite tout ça. Et donc, tout ce qui vise à niveler par le bas ces qualifications vont dans le mauvais sens parce qu'elles prennent le risque de remettre en cause la santé de nos patients, la santé évidemment des animaux pour ce qui concerne les médecins vétérinaires, mais également la qualité de nos prestations. Donc nous y sommes opposés. Ça veut dire en clair que l'accès partiel qui consisterait à permettre à certaines professions d'exercer partiellement en France une profession, prenons un exemple très concret, c'est par exemple celui qui est pédicure-podologue. En France, c'est l'association des deux qui crée la profession. Prenons un autre exemple, masseur, kinésithérapeute, c'est une profession qui est unique. Eh bien, nous ne saurions tolérer évidemment que des masseurs qui ont des diplômes étrangers puissent exercer dans notre pays le métier de masseur kinésithérapeute. Il y a donc une tromperie sur les certificats, sur les diplômes, et donc par là même, il y a un risque très fort dans la qualité des soins. Donc nous y sommes évidemment opposés. Nous sommes également opposés au fameux test de proportionnalité, qui consiste à dire que pour favoriser la libre circulation, eh bien, il faut revoir des règles qui touchent soit à l'organisation de la profession, soit aux règles visant à l'installation, soit aux règles qui touchent au diplôme, donc permettant de mieux assurer cette libre circulation. C'est-à-dire considérer que la réglementation d'une profession soit une entrave à la libre circulation. Nous pensons strictement l'inverse. Et donc là, nous y opposerons très violemment parce que nous ne sommes pas d'accord pour brader la qualité de nos services parce qu'il ne faut pas se voiler la face. En Europe, au sein de l'Europe, la qualité des professionnels n'est pas la même, la qualité des formations n'est pas la même et la qualité des diplômes n'est pas la même. Et donc nous ne sommes pas d'accord pour brader la qualité de nos diplômes français. Les plateformes collaboratives existent et quoi qu'on en pense, elles vont se développer. Il vaut donc mieux considérer que c'est un fait et essayer de les approprier, essayer de les contrôler, essayer de les impliquer mieux et de s'investir dans le cadre de nos professions plutôt que les rejeter. Ceci étant dit, elles comportent un certain nombre de dangers qu'il nous faut dénoncer. Le premier danger, évidemment, c'est de transformer des indépendants que nous sommes en dépendants de plateformes. Ça veut dire en fait que nous serions, nous, des clients des plateformes et que nos clients seraient également des clients des plateformes. Et ça veut dire que notre revenu ne dépendrait plus de nos clients, de nos patients, mais il dépendrait de ce que veulent bien nous accorder les plateformes. Et ces plateformes, elles ne concernent pas que les taxis aujourd'hui. Elles commencent à concerner notamment le milieu médical,
je connais des plateformes pour les médecins qui règlent le problème des visites à domicile. Un petit peu comme une marque de taxi, que je ne citerai pas, qui permettrait avec un smartphone de savoir quel est le médecin qui est à proximité, susceptible d'intervenir dans le quart d'heure, 20 minutes. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe. Donc il nous faut évidemment contrôler, organiser, réglementer toutes ces plateformes parce qu'il y a danger. Mais dire aujourd'hui que les plateformes, on les rejette, qu'elles n'existent pas et qu'elles ne font pas partie de notre secteur d'activité est franchement une hérésie parce que ça va se développer.